Good Morning Business. Business Today. Va-t-on avoir trop de GNL en Europe? Cette question, on n'aurait pas imaginé la poser il y a seulement 12 mois. Eh bien, c'est celle que pose le groupe de réflexion IEEFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, dans un rapport qui a été publié la semaine dernière. En 2030, la demande européenne de GNL n'excédera pas 150 milliards de mètres cubes, alors qu'on aura des capacités à la hauteur de 256 milliards de mètres cubes. Ça fait beaucoup, Philippe Berterottière, PDG du groupe GTT. Vous fabriquez les membranes cryogéniques pour le transport du GNL. Est-ce que ça veut dire que le cours du gaz va s'effondrer d'ici 2030 ? Alors non, je pense pas du tout. Je pense que ici on parle de capacité de stockage et de consommation. La capacité de stockage, on en a absolument besoin. On a besoin d'énormément de capacité de stockage parce que finalement, si vous regardez le mix électrique aujourd'hui en Europe, c'est du nucléaire, c'est du renouvelable, en particulier en France. C'est des énergies qui ne sont pas stockables. Et le gaz, justement, le GNL, c'est stockable. Donc ça permet de faire face à l'absence d'énergie renouvelable, parce qu'elles sont intermittentes, éventuellement à la non-disponibilité des centrales nucléaires. On a connu ça en France au pire moment l'année dernière. Et si on n'avait pas eu de grande capacité de stockage, eh bien, on aurait été en panne électrique. Oui, mais non, vous nous vendez du gaz et on comprend et vous avez raison, mais effectivement, l'écart, selon l'étude, c'est qu'on aura besoin de 150 et on aura 400 de capacité, 250 en plus. Il a quand même, l'écart, il est considérable, de 1 à 3. Est-ce qu'on n'a pas un peu surdimensionné ? En fait, on regarde les réservoirs de GNL fonctionnent toujours comme ça. On utilise 30% à 40% de la capacité, et ce sont les acheteurs, les sociétés, les énergéticiens qui réservent ces capacités énormes de stockage, justement pour faire face à la pointe, pour faire face à une situation critique où on a besoin d'énormément d'énergie. Donc votre business, il est pas menacé là par cette étude, parce que vous avez des très bons résultats, notamment au T3. Vous venez de les publier. Ça va continuer comme ça sur ce rythme-là ? Mais ça va continuer tout à fait sur ce rythme. Et plus on développe en fait le renouvelable, plus on développe le nucléaire, et plus on va avoir besoin de gaz. Justement parce que... Pour l'intermittence. Pour faire face à l'intermittence et parce que c'est stockable. Mais certains nous disent que c'est plutôt l'hydrogène qui va permettre de stocker, ou les batteries. Vous avez investi aussi dans l'hydrogène. On investit dans l'hydrogène. L'hydrogène, il faut énormément d'énergie pour produire un hydrogène vert. Cette énergie, en Europe, on l'a assez peu. Donc l'hydrogène qui va être produit sur Terre, l'hydrogène vert, il va être produit plus loin, là où on a beaucoup d'énergie et une énergie bon marché. Derrière, il faudra la transporter et il faudra la stocker. Bon, c'est un autre sujet, mais l'hydrogène est une énergie qui viendra, qui va prendre sa place, ça va demander du temps, c'est plus long, mais dans l'immédiat, pour faire face à un certain déséquilibre de notre mix énergétique, il nous faut le gaz, et il nous faut de très grandes capacités de stockage. Si on vous comprend bien, Philippe Berterottière, la conclusion de cette étude, vous ne faites pas du tout la même conclusion, vous, du factuel de cette étude. Vous dites, heureusement qu'on a ces surcapacités. C'est ça qui nous permet justement de pivoter. Absolument. Moi, je ne fais pas du tout la même conclusion. D'abord, on compare 2022 et 2023 dans cette étude. 2022 est une année parfaitement exceptionnelle avec la guerre en Ukraine. Tous les Européens se ruent pour acheter des cargaisons de GNL, renchérissent les uns sur les autres. Ils font face à ça. Il se retrouve que l'hiver 2022-2023 est un hiver plutôt clément. On utilise assez peu les ressources. On utilise les ressources. Dès que les niveaux dans les stockages baissent, on achète immédiatement une cargaison pour le remplir. Donc 2022 a été une année extrêmement haute en termes de consommation de GNL. 2023, les réservoirs étaient pleins. Bon, on a consommé la même quantité qu'en 2022. C'est déjà très bien. Est-ce que vous prenez quand même pas trop le risque de trop miser sur le GNL et le gaz, parce que c'est quand même pas une énergie décarbonée, et donc à terme il faudra quand même s'en passer. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce que je constate, c'est que chaque année, la planète utilise plus de charbon que l'année précédente, plus de pétrole et plus de gaz. C'est-à-dire que les énergies fossiles continuent à croître. C'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut être très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? La première chose qu'il faut faire, c'est lutter absolument contre le charbon. Vous passez du charbon au gaz, vous divisez par 2 vos émissions de CO2. Vous supprimez les oxydes de soufre, les oxydes d'azote qui sont extrêmement mauvais pour la santé. Divisez par 2 les émissions de CO2, rien
Rien d'autre ne peut vous permettre d'arriver à un tel résultat. Et ce résultat est à portée de la main. Alors vous avez des personnes, j'entendais encore Al Gore hier dire il faut tout arrêter, etc. Solution totalement irréaliste parce que infaisable. C'est la révolution, c'est le chaos. Mais si là, passer du charbon au gaz, c'est quelque chose de possible. On a vu qu'on pouvait remplacer le gaz par tuyau venant de Russie par du GNL quasiment en quelques jours. Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais. C'est un exploit absolument fabuleux. Si on veut diviser, une fois encore, si on veut baisser les émissions de CO2, on peut le faire. On peut le faire en étant extrêmement pragmatique. Le gaz est un élément de la solution, c'est pas un élément du problème. Vous dites qu'on est pragmatique, on achète aussi du GNL à la Russie. On achète toujours du GNL à la Russie pour faire face, mais ça, c'est une question qui est politique. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire face à l'absence de gaz russe par tuyau. Les tuyaux étaient fermés, les tuyaux ont été détruits. Autrement qu'en important du GNL de différentes destinations, des États-Unis, d'Australie, du Qatar, et on continue à le faire. Et c'est justement d'ailleurs parce qu'il y a une multiplicité de vendeurs que la possibilité de l'acheter aux Russes devient acceptable. C'est qu'ils ne sont pas en situation de nous tenir comme ils le sont avec un gazoduc. Une dernière question. Pour GTT, c'est quand la date du point de bascule? Parce que vous êtes capable de transporter des gaz liquéfiés, donc que ce soit du GNL ou peut-être demain de l'hydrogène. Le point de bascule où le gaz représentera moins de 50% de notre activité, selon vous? Je pense que c'est quelque part dans la prochaine décennie. Donc ça va demander relativement... vous seriez prêt à aller plus vite, mais simplement vous adapter au marché. On s'adapte au marché. On s'adapte au marché. Aujourd'hui, des personnes regardent nos hydrogéniers, les étudient, trouvent ça très bien, mais derrière, il faut pouvoir faire des investissements tout à fait considérables pour faire des champs d'éoliennes dans des endroits où il y a énormément de vent, dans le sud du Maroc, au Chili. Derrière, faire de l'hydrogène vert avec ça, donc des batteries d'électrolyseurs énormes, le liquéfier, le mettre sur des navires. C'est des investissements absolument considérables qui sont comparables d'ailleurs à ceux que l'on peut faire dans le GNL. Et prendre ces décisions demande que chaque maillon de cette chaîne très complexe soit absolument validé. Donc on travaille sur ce sujet d'ores et déjà. Merci beaucoup Philippe Berthe-Rottière, PDG du groupe GTT. Dans un